Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la question de l'intelligence artificielle souveraine. Je suis Séverin Crémier, associé de l'équipe secteur public de Bearing Point, et je serai accompagné pour nos échanges du jour de mon collègue associé Geoffroy Petit, qui est responsable des offres data et IA de Bearing Point, ainsi que d'Arthur Ducasse, chef des ventes, et Clément Tavernier, responsable de compte secteur public de la solution d'IA souveraine Lighton. L'objectif de ce webinaire est de réfléchir à l'usage de l'IA dans le service public et à ses conditions d'emploi, avec quelque part une conviction qui va nous servir de fil rouge, qui est que le déploiement à l'échelle de ces solutions technologiques de Generative AI ne peut se faire qu'à la condition de prendre en compte les spécificités du secteur public. Voilà, pour cela, nous vous proposons une réflexion en 4 temps pour clarifier les enjeux de l'utilisation de l'IA dans le secteur public et pour illustrer concrètement ce que peut apporter une IA souveraine et comment on peut structurer son déploiement dans le secteur public. Alors, nous proposons de finir ce webinaire par un temps de réponse à vos éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la séance. On les collectera au fur et à mesure pour y répondre en fin de session. Nous voulions commencer ce webinaire par une question. Alors, elle est sans doute un peu rhétorique car la poser, c'est déjà y répondre. Mais finalement, le secteur public est-il un utilisateur de l'IA comme les autres? Poser cette question, ça revient à s'interroger sur, d'une part, les avantages de ce type de solution technologique pour le service public, et d'autre part, à questionner la spécificité de son utilisation par les administrations. On a beaucoup de rapports dans la littérature sur ce sujet qui mettent en avant le potentiel de l'intelligence artificielle pour le service public. Et ces rapports mettent en évidence à la fois la taille du périmètre d'action administrative qui peut être optimisé par l'IA, mais aussi les bénéfices potentiels qu'on peut en attendre. Alors, concernant le périmètre, certaines estimations, comme par exemple celle du Alan Turing Institute, un think tank britannique, considèrent que 84% des processus à forte intensité manuelle sont hautement automatisables dans le secteur public. Donc là, on justifie par ici le fait que l'ambition affichée sur le déploiement de l'IA dans le secteur public est largement justifiée. Alors après, quels sont les bénéfices attendus de l'usage de l'IA dans le secteur public? Généralement, on les classe en 4 grandes catégories qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Donc on peut citer d'abord, et c'est sans doute ce qui vient à l'esprit en premier, l'automatisation, la rationalisation et l'adaptation des processus et des services. Également, l'amélioration des processus décisionnels, de l'interprétation des données et des prévisions de l'action publique. L'amélioration de la redevabilité, c'est-à-dire la capacité de l'administration à justifier ses choix et ses actes et à assumer les conséquences de ceux-ci. Et puis le dernier bénéfice qui est souvent cité, c'est la création d'opportunités pour les parties prenantes avec une logique d'écosystème entre l'administration et les citoyens, les usagers. Alors, l'OCDE qui s'est penché sur l'usage de l'IA au sein du service public a récemment publié ses conclusions et souligne que, contrairement à ce qu'on peut attendre, un peu de manière spontanée, les premiers usages de l'IA dans le secteur public sont davantage portés sur les fonctions analytiques que pour les tâches routinières, parce que celles-ci sont souvent déjà largement automatisées avec d'autres outils. Et aujourd'hui, l'OCDE fait le constat que l'utilisation de l'IA se concentre sur les services destinés au public
et les opérations internes. En revanche, on constate moins d'exemples d'utilisation de l'IA dans l'élaboration des politiques publiques. Alors, l'OCDE va plus loin et précise les cas d'usage. 57% des cas d'utilisation visent à automatiser, rationaliser ou personnaliser des services à destination des usagers. 45% visent à améliorer la prise de décision, l'analyse des situations ou les prévisions. Et 30% visent à renforcer la redevabilité, la détection des anomalies. Sachant bien sûr que ces pourcentages sont cumulatifs. Voilà, donc finalement, c'est le constat d'entrée de nos échanges qu'on voulait partager avec vous, le fait que il y a peu de doute sur le fait que l'utilisation de l'IA dans le service public présente des avantages potentiels. Ce constat est posé, mais maintenant, il convient de se demander où en sont les administrations dans l'utilisation et le déploiement de l'IA. À cet égard, on peut dire que les administrations françaises se sont très largement emparées de cette thématique et ont lancé de très nombreuses initiatives. Donc rien n'est plus faux qu'un discours qui voudrait dire que les administrations restent en fait inactives par rapport au sujet de l'IA dans les politiques publiques. Alors on a essayé de classer un peu ces actions en quatre grands thèmes. Le premier, c'est la définition progressive du cadre d'emploi de l'IA dans les services publics. Et là, les avancées sont extrêmement nombreuses. On pense bien sûr aux recommandations de l'ANSSI qui ont été publiées et qui donnent finalement le cadre d'emploi d'un point de vue de sécurité des systèmes d'information. On peut également citer la doctrine cloud de la DINUM, qui est quelque part un sous-jacent de l'usage de l'IA et qui fixe là encore les conditions un peu en termes d'infrastructure pour le recours à l'IA. La CNIL s'est aussi penchée sur le cadre d'emploi et a publié en 2023 et 2024 13 fiches pratiques pour le bon usage de l'intelligence artificielle au sein des administrations et notamment bien évidemment en lien avec le règlement RGPD. Les ministères eux-mêmes se sont emparés de ce sujet et ont décliné chacun dans des feuilles de route ministérielles la doctrine d'emploi de l'intelligence artificielle en fonction des spécificités des politiques publiques dont ils ont la charge. C'est vrai pour les ministères, c'est aussi vrai pour les collectivités territoriales. Un grand nombre d'entre elles, à tout niveau, régional, départemental, communal ou intercommunal, ont publié des chartes d'emploi et d'usage de l'IA avec des zooms sur les critères éthiques, les critères technologiques, etc. Enfin, comment ne pas citer dans ce cadre d'emploi la déclinaison au niveau français et au niveau de chacun des États de l'Union, la déclinaison de l'AI Act de l'Union européenne, qui vise là aussi à définir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire en termes d'usage de l'intelligence artificielle. Et il est à noter d'ailleurs que l'Union européenne a récemment publié un certain nombre d'éléments pratiques pour aider les États à évaluer la mise en place de l'AI Act. Donc, premièrement, la définition progressive d'un cadre d'emploi clair. Le deuxième paquet d'actions qui ont été menées par les administrations, c'est le développement d'outils d'intelligence artificielle de référence. Et là, bien sûr, la pierre angulaire de la stratégie française pour une IA générative souveraine, c'est bien sûr l'outil développé par la DINUM, Albert, qui est vraiment la structure et la clé de voûte, si je puis dire, de la volonté de développer des outils de référence sécurisés et souverains. Alors, on cite Albert, qui est plutôt un outil à vocation interministérielle, mais il y a aussi de nombreux projets sectoriels, comme par exemple Aristote, l'outil qui a été développé au niveau de l'éducation, pour les politiques éducatives, et un certain nombre d'outils qui sont intégrés petit à petit dans la suite numérique des agents et qui complètent l'écosystème des outils. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un travail de cartographie nationale recense
les solutions prêtes à l'emploi pour les administrations. Et ce travail de développement d'outils de référence n'est pas fini. En 2025, le gouvernement a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recenser et valoriser des solutions d'IA génératives qui peuvent être utiles au secteur public. Voilà. Et donc avec un objectif toujours d'alimenter le socle technologique de l'IA générative Albert. Troisième bloc d'action des services publics, les expérimentations. Celles-ci ont été extrêmement nombreuses ces dernières années à être lancées. Alors l'idée là, c'est pas d'en faire un catalogue à la Prévert, mais peut-être plus de donner quelques exemples. Certaines sources, certains rapports évoquent le fait que aujourd'hui, plus de 50% des collectivités territoriales ont déjà lancé des POC, des expérimentations sur l'intelligence, sur l'usage de l'intelligence artificielle, ou envisagent de le faire à très court terme. C'est vrai au niveau des collectivités, ça l'est également bien sûr au niveau des ministères. On a cité tout à l'heure Aristote pour l'éducation. On peut aussi citer par exemple les expérimentations récentes autour des solutions sur les affaires étrangères, avec la solution Diplo IA, qui permet notamment de faire de la traduction automatisée, ou des expérimentations qui ont été menées par la DITP autour de la plateforme Je donne mon avis, avec un certain nombre d'agents volontaires qui ont utilisé l'IA pour trier les avis des usagers ou apporter des réponses. Et ce qui est important dans cette expérimentation, et c'est vrai pour d'autres expérimentations, c'est que les retours des usagers d'une part, mais aussi les retours des agents sur l'usage de ces technologies d'intelligence artificielle sont extrêmement positifs. À chaque fois, plus de 70% d'avis positifs. Le dernier point sur lequel il y a eu là encore beaucoup d'actions menées, c'est la montée en compétences des agents. Là encore, les administrations ont eu une activité assez forte avec le développement de très nombreux cursus de formation à destination des agents publics. Donc on peut citer bien sûr l'Institut de formation du ministère de l'Intérieur qui a un cycle supérieur d'IA, le cycle apprivoisé l'IA de l'INSP, ou les modules du campus du numérique public, comme par exemple découvrir les IA génératives en partenariat avec l'INRIA. Voilà. Et d'autres plateformes interministérielles comme Mentor proposent des formations de sensibilisation à l'intelligence artificielle. Et alors sur cette dimension de montée en compétences, les rapports soulignent aussi le potentiel de l'IA pour favoriser l'appropriation de l'IA avec une boucle vertueuse, puisqu'elle peut être utilisée, par exemple, pour faire des cursus de formation contextualisés ou pour faciliter l'identification des ressources d'apprentissage. Voilà. Donc, clairement, il faut le mettre en avant. Les administrations ont très largement pris la mesure des enjeux de l'IA pour la réalisation de leur activité. Alors maintenant, reste à savoir dans quelle mesure le déploiement de l'IA peut être envisagé à grande échelle. D'abord, un constat. Si on en croit l'OCDE, les cas d'utilisation de l'IA sont essentiellement à un stade exploratoire et n'ont donc pas encore été mis en œuvre à plus grande échelle, ou n'ont pas dépassé le stade d'une utilisation limitée. Donc on en est plutôt à une logique de POC, d'expérimentation. En février 2025, dans sa stratégie d'intelligence artificielle, le gouvernement a déclaré vouloir proposer une IA générative pour l'ensemble des agents publics. Donc on est bien dans cette logique de passage à l'échelle. C'est ça l'enjeu maintenant pour les administrations. Et là encore, on le redit, notre conviction est que ce passage à l'échelle ne peut se faire qu'en tenant compte des enjeux propres aux administrations. Et ces enjeux, on les a regroupés en trois grandes thématiques. Alors la première, c'est la thématique de l'indépendance. Et par ce vocable-là, nous voulons aborder toute la thématique de la souveraineté technologique. Aujourd'hui, 100% des feuilles de route ministérielles qui ont été publiées soulignent l'importance de disposer ou de créer de solutions souveraines ou de confiance. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur.
Ce constat est d'ailleurs corroboré par une étude qui a été réalisée par Bearing Point en 2025 sur les organisations augmentées, qui montrait que les enjeux de sécurité et de souveraineté de la donnée sont les premiers sujets d'inquiétude qui peuvent ralentir l'adoption de l'IA pour les acteurs du secteur public. Donc nous reviendrons dans la suite de notre webinaire sur cette dimension spécifique de la souveraineté technologique. Et le deuxième enjeu, c'est celui de l'égalité, avec la transparence, l'explicabilité et le contrôle de ce qui est fait avec l'IA. Alors certains acteurs demandent d'ailleurs un cadre plus clair du déploiement de l'IA dans la fonction publique, certains think tanks notamment, qui recommandent la mise en place d'observatoires indépendants, le renforcement de la recherche publique, la formation des agents, l'évaluation éthique et environnementale des projets. Et cette dimension d'égalité recouvre aussi toute la thématique de la transparence des algorithmes dans la prise de décision. La CNIL, par exemple, soulignait l'importance du maintien d'une part humaine importante dans les processus, avec notamment toujours un agent public en fin de processus pour contrôle. La CNIL proposait aussi le juste niveau des données utilisées. À cet égard, finalement, sur la thématique de l'égalité, le Sénat, dans un rapport récent, avait souligné l'importance que l'IA soit au service de l'intérêt général et ne soit pas une boîte noire qu'on va imposer au service public. Le dernier enjeu pour passer à l'échelle, c'est celui de la continuité du service public. Et là-dedans, on met la thématique de l'appropriation et de la fiabilité. En effet, il y a un enjeu de formation massive des agents à l'utilisation de l'IA. C'est d'ailleurs bien la cible qu'a affirmé le gouvernement. On peut par exemple penser à ce qui a été fait sur les sujets de sensibilisation au développement durable, qui a été piloté par l'INSP pour former l'ensemble des cadres de l'administration à ce sujet. Et puis, au-delà des enjeux de formation des agents, il y a aussi sans doute un enjeu de formation des citoyens pour qu'ils soient à même de comprendre ce que l'administration fait via l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs ce que disait un rapport du Parlement récent qui insistait sur la stratégie d'éducation à l'IA générative pour les citoyens. Donc finalement, au total, on peut dire que les administrations ont déjà beaucoup avancé sur l'adoption de l'IA pour faciliter le travail de ces agents au service des usagers, mais que le passage à l'échelle ne pourra se faire qu'en gardant à l'esprit que l'utilisation de l'IA dans le service public comporte des contraintes spécifiques dont il faut tenir compte. Alors nous allons maintenant revenir plus en détail sur les enjeux de souveraineté technologique et les réponses apportées par les solutions d'IA souveraine. Et je passe pour cela la parole à Clément. Merci Séverin pour cette introduction très complète. Bonjour à tous. Effectivement, la souveraineté aujourd'hui est clé et elle répond à différents enjeux. Alors, avant de démarrer, en fait, il faut se poser la question de savoir ce qu'est une IA souveraine, puisque c'est un mot qui est un peu galvaudé, on met un peu tout et n'importe quoi derrière. Si tu peux avancer sur le slide de l'après, en fait, une IA souveraine, c'est avant tout une IA qui est développée, hébergée et régulée dans un pays, donc en l'occurrence en France. Et elle consiste à l'échelle des organisations à déployer des technologies d'IA sur la base de ses propres infrastructures, ses propres jeux de données et ses propres compétences, et en limitant au maximum l'influence et la soumission technologique. Voilà, et on voit bien que derrière, ça lève ça lève de grands enjeux, enfin, ça découle de grands enjeux qui sont au nombre de 4. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les principaux, notamment avec une dépendance technologique extrêmement forte aujourd'hui. Les géants du web ont dépensé plus de 550 milliards de dollars rien que cette année sur l'intelligence artificielle. Donc c'est très compliqué pour les organisations européennes ou du reste du monde de suivre. On a une dépendance technologique qui est là, qui existe, notamment, alors je vous apprends rien, mais la puissance de calcul vient des cartes graphiques. On a un fabricant quasiment hégémonique, ou deux fabricants, qui maîtrisent complètement ce marché. Donc cette dépendance technologique est là et il faut composer avec. D'un autre côté, on a également une dépendance économique puisque le marché est extrêmement concentré. Je pense notamment aux acteurs du cloud euh, qui sont peu nombreux et qui captent une grande partie de cette valeur et qui vont être exploités ensuite dans le cadre des projets d'IA. Mais je voudrais faire un zoom sur les deux enjeux également autour de la confidentialité des données, euh, avec notamment, par exemple, le Cloud Act. Microsoft a témoigné, enfin répondu aux questions devant le Sénat et a indiqué en fait, qu'il serait obligé de communiquer les données si jamais les autorités américaines lui demandaient. C'est jamais arrivé.
mais ça peut arriver, il le fera. Euh, et quand on parle de confidentialité des données dans l'IA, il y a les données propres, qui sont les vôtres, mais il y a également les données euh, liées au prompt, liées à l'intelligence de l'entreprise, qui vont également pouvoir être partagées, réutilisées, captées pour de l'intelligence économique. Et je fais référence ici à une interview qui était extrêmement intéressante du CEO de SAP il y a 2 semaines, qui dit, OK, cette dépendance technologique, elle est là. Par contre, il faut toujours faire en sorte de garder le contrôle de ses données, de ses actifs, selon nos propres termes. C'était un article qui est paru dans The Economist, voilà, sur la souveraineté, qui était vraiment très intéressant. Et enfin, un dernier sujet qui est celui de la résilience opérationnelle, dans lequel en fait, les infrastructures doivent rester disponibles et ne doivent pas dépendre d'un contexte géopolitique quelconque. Euh, pour répondre à ces 4 enjeux, il faut maîtriser bien son infrastructure en ayant un contrôle avancé sur l'environnement matériel, enfin le plus avancé possible sur l'environnement dans lequel euh, la solution est déployée. Il faut maîtriser ses données. Donc, je vous l'ai dit, à la fois les données donc gérées, protégées selon des lois locales au niveau du pays, sans possibilité de transfert. Et derrière ces données, pas uniquement les données, mais également les prompts et tout ce qui va être associé. Enfin, il faut maîtriser les modèles et les algorithmes en évitant aussi les boîtes noires euh, étrangères, typiquement, et maîtriser ses compétences en bénéficiant d'un écosystème local de talents, de chercheurs, euh, pour, pour aider à l'accompagnement, à l'appropriation de la technologie et à la compréhension de la technologie. Alors, chez Lighton, on répond à ces enjeux de 4 manières. Euh, sur la maîtrise de l'infrastructure, en fait, donc, Lighton déploie une IVA souveraine avec Paradigm qui va s'appuyer, qui va pouvoir être déployé n'importe où. Donc, on va pouvoir déployer la solution chez vous on-premise, en cloud privé, sur des clouds souverains français, donc des clouds de confiance, ou en Sectum Cloud pour les plus hauts standards de sécurité. On va vous permettre de maîtriser vos données, puisque la solution a été conçue euh, afin que que la confidentialité soit respectée by design et garantir que les données ne quittent jamais l'environnement. C'est vrai, je faisais tout à l'heure référence au guide de l'ANSSI. Typiquement, les contrôles d'accès liés à la règle 10, à la recommandation 10, sont intégrés nativement dans la solution. Euh, Vous avez des mécanismes d'authentification, enfin, de single sign-on, de log d'audit et des certifications de sécurité. On a reçu la certification SOC 2 il y a une semaine maintenant. Ensuite, sur la maîtrise des modèles et algorithmes, euh, l'autonomie technologique est au cœur. Pour nous, c'est extrêmement important de choisir les meilleurs modèles open source pour alimenter la solution, qui soient à la fois frugaux et performants. Et on va venir compléter ces modèles et enrichir les réponses de ces modèles en faisant de la recherche d'entreprises avancées qui va permettre en fait d'adapter les modèles au métier et à vos documents propres. On en reparlera un peu plus tard avec Arthur. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité à vous accompagner sur vos cas d'usage sur mesure via une plateforme clé en main qui aide à la création de ces cas d'usage et qui permet aussi de vous accompagner sur la durée et sur tous ces cas d'usage. Je vous propose d'avancer maintenant et de discuter ensemble des conditions de réussite d'une transformation IA dans les organisations publiques avec Geoffroy. En synthèse, beaucoup d'organisations ont lancé des pilotes avec beaucoup de succès et on en a parlé un peu plus tôt, notamment dans le monde public. Mais on se rend compte qu'il y a un enjeu de passage à l'échelle et c'est là qu'il y a encore un écart important. On a fait une étude auprès de 700 dirigeants et on voit qu'il y a encore 40% des organisations qui sont toujours dans des phases qu'on appelle des phases exploratoires. Et quand on zoome en particulier sur le secteur public, on est plutôt proche de 60% d'organisations qui sont toujours dans des phases exploratoires. Donc il y a un écart de 20 points avec le reste du marché. Et si on va de l'autre côté du spectre et qu'on regarde les organisations qui sont allées ou qui estiment être allées jusqu'au bout de leur transformation, à l'échelle sur l'ensemble du panel qu'on a interrogé, 7% des acteurs estiment avoir un niveau de transformation par l'IA qui est satisfaisant, et c'est moitié moins quand on observe les acteurs publics. Donc il y a un enjeu fort pour franchir quelque part cette marche et passer à l'échelle. Donc la question, c'est comment on y arrive et comment on fait de manière méthodique. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA ne crée pas de valeur par magie, elle en crée quand elle change la façon de travailler, quand elle simplifie, quand elle accélère, quand elle améliore le service qui est rendu aux citoyens.
Et dans ce contexte-là, on peut identifier 3 grands niveaux de maturité ou 3 grandes étapes qui se complètent, hein. D'abord, on a des IA compagnons, c'est l'assistant de l'agent public qui va l'aider à rédiger, à résumer, à rechercher des informations et qui va lui faire gagner du temps dans son quotidien. Ensuite, en deuxième niveau, on a les IA agentiques, on en parle beaucoup en ce moment. Là, on passe à un autre niveau avec des agents qui sont capables d'automatiser certaines tâches, par exemple de trier des dossiers, de planifier des interventions, de générer des rapports automatiquement à partir de données qui sont dans les systèmes d'information. Et enfin, le dernier niveau, celui que tout le monde vit, c'est le stade où les processus métiers sont repensés pour tirer parti au maximum de l'IA. Et c'est dans ce dernier niveau que la valeur apparaît à l'échelle. C'est quand l'IA devient un levier de qualité et de développement des services et pas seulement un outil d'automatisation. Euh, Ce qui fait la différence entre les organisations les plus avancées et celles qui sont encore dans des phases exploratoires, c'est 4 grands sujets, et là aussi, c'est 4 grands sujets qui ressortent de l'étude qu'on a pu mener. Ces 4 sujets sont, d'abord, la gouvernance. Les entreprises les plus avancées ont mis en place des règles du jeu qui sont claires. Elles savent qui décide, sur quels critères, sont décidés, comment sont arbitrées, les priorités et c'est essentiel pour éviter des projets type, labo, avec, plein de petites expérimentations, mais qui s'éteignent au bout de quelques mois, faute d'avoir le bon niveau de support, de la hiérarchie ou faute d'avoir, le bon niveau de valeur, atteint. Le deuxième levier qui est important, c'est la stratégie d'investissement. Ces organisations-là, elles choisissent leur projet d'IA, pas sur un effet de mode ou parce qu'elles ont entendu à la machine à café une bonne idée, mais plutôt parce qu'elles ont mené une analyse complète et qu'elles ont évalué les impacts concrets et qu'elles savent mesurer l'amélioration du service qui est attendu, elles savent mesurer le gain de temps pour les agents et elles vont aussi vers des cas d'usage qui vont leur permettre une meilleure allocation des ressources au regard de leur mission. Le troisième levier qui est important, c'est la capacité à rendre autonomes les agents au sein des organisations. Donc, les agents sont des parties prenantes, ils doivent pouvoir tester, ils doivent pouvoir protéger, proposer, ils doivent pouvoir contribuer et s'approprier les outils. Donc, mettre en place des plateformes d'IA ouvertes à l'ensemble des utilisateurs est un point important. Et enfin, le dernier volet, c'est la confiance. On en a parlé déjà, mais sans confiance, il n'y a pas d'adoption. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place dès le démarrage des outils qui soient sécurisés, éthiques, qui soient conformes aux règles du secteur, qui soient évidemment conformes à l'IA Act. Donc le fond du sujet, on le voit entre les organisations les plus avancées et celles qui sont toujours dans des phases exploratoires. C'est pas forcément une question technologique, c'est aussi une question d'organisation, de culture et de structuration de la transformation. Et quand on met tout ça bout à bout, on voit un chemin de transformation qui émerge et qui est assez clair. D'abord, il y a un enjeu d'acculturer, de projeter, en particulier les dirigeants, les managers. Il faut leur permettre d'intégrer ce que l'IA va changer pour eux. Il faut lever les peurs, lever les doutes, montrer des exemples concrets et se mettre en situation de se projeter sur ce que serait leur organisation augmentée par l'IA. Ensuite, évidemment, il faut fixer un cap, on vient d'en parler. Il faut fixer une ambition qui soit claire, avec des priorités, pas beaucoup, mais des priorités qui soient ambitieuses et mettre en face de cette ambition et de ces objectifs des enveloppes d'investissement, qui est aussi un enjeu important d'être capable de dégager des budgets pour aller réaliser des transformations ambitieuses. Et en parallèle, évidemment, on peut expérimenter, faire des POC. Ces expérimentations, elles permettent de démontrer la pertinence de tel ou tel cas d'usage, de telle ou telle solution. Là aussi, l'idée n'est pas de lancer forcément 50 POC tous azimuts, mais plutôt de tester peu et de tester bien des technologies qui vont avoir une chance de passer à l'échelle. Quand cette ambition est connue, on bascule plutôt sur la partie droite et la partie rouge de cette slide. On peut transformer avec 3 grands volets qui reviennent de manière un peu systématique. Au centre, le cœur du sujet, la mise en place des technologies qui s'accompagnent de la transformation des processus, des compétences, des systèmes d'information. C'est une transformation qui est forcément progressive, itérative, en forte proximité avec le métier. Plus bas, on a les fondations. Il faut retravailler sur la gouvernance des données, la sécurité, la formation des équipes. Tout ça, ce sont des fondations importantes. Et puis, en haut, il faut être capable de piloter la valeur, de prioriser en continu, d'intégrer les opportunités de marché pour rester dans une démarche qui est agile. Donc, en résumé, il faut une démarche de transformation qui est
structuré, mais qui est aussi itératif, piloté par la valeur, avec comme socle des objectifs clairement établis et mesurables. Donc, pour que ça fonctionne, le socle, c'est d'avoir une ambition qui soit claire. Et avant de se lancer dans des transformations à l'échelle, il y a 5 questions qu'il faut se poser. Euh, la première question, c'est quels sont les bénéfices et quels sont les risques à court, moyen et long terme qui sont associés à l'IA pour votre organisation. La deuxième question, c'est quels sont les impacts sur les compétences de vos équipes, sur l'organisation du travail. La troisième question, elle porte sur votre ambition, vos priorités en matière d'investissement. La quatrième question est sur les fondations techniques et humaines qui doivent être posées pour atteindre cette ambition. Et enfin, la gouvernance, comment on pilote et comment on maîtrise l'adoption des technologies au sein des organisations publiques. Si on ne répond pas à ces questions, on reste dans des logiques d'expérimentation. Si on y répond, on est dans des logiques où on est capable après d'avoir tous les éléments pour passer à l'échelle dans une logique pilotée, dans une logique durable. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'IA peut aider à penser sa propre transformation. Les administrations, les collectivités ont un trésor de données qui décrivent ce qu'elles font, qui décrivent leur fonctionnement. Elles ont des fiches de poste, elles ont des fiches de mission, des processus, des politiques internes, des règlements, des codes, des politiques. Donc, il y a un grand volume de données qui décrit quelque part ce qui est fait par les acteurs publics. En combinant ces données avec les capacités d'analyse de l'IA générative, on est capable de repérer vite où se trouvent les gains potentiels. On peut identifier où l'IA peut automatiser, où elle peut augmenter, où elle ne doit pas intervenir. Et c'est ce qu'on fait avec une solution qu'on a développée chez Bearing Point qui s'appelle GenExplore. C'est une méthode qui croise les données de l'organisation avec l'intelligence de l'IA pour objectiver les priorités, construire des feuilles de route concrètes. En clair, on met l'IA au service de la transformation. Concrètement, une démarche GenExplore, ça se déroule en 5 étapes. D'abord, on évalue le potentiel IA des métiers et des processus. Ensuite, on va identifier les solutions, les prérequis techniques, les prérequis humains. Puis, on analyse le rapport coût-bénéfice pour valider les priorités. On formalise une feuille de route. Et enfin, on prépare la montée en compétences des équipes pour rendre les cas d'usage vraiment actionnables. Et le résultat, c'est qu'on passe d'un discours d'intention, très en amont, à une trajectoire concrète, mesurable, actionnable pour l'organisation. Pour illustrer concrètement, on a fait l'exercice d'une évaluation du potentiel de l'IA par GenExplore en s'appuyant sur le référentiel métier du CNFPT, qui est un référentiel public qui couvre l'ensemble des métiers au sein des collectivités. Quand on regarde les résultats, on peut voir que certains domaines ressortent, l'informatique, la communication par exemple. Sur ce graphique, vous avez sur l'axe horizontal les bénéfices potentiels de l'IA et sur l'axe vertical, on aura envie de mettre le nombre de personnels concernés. Évidemment, dans le cadre d'un référentiel métier à plat, on n'a pas forcément le volume de personnel. Et quand on combine ces sujets, en fait, on se rend compte que les gains à aller chercher, les domaines prioritaires, ne sont pas forcément liés aux domaines qui sont les plus transformés. Il faut combiner à la fois le potentiel de couverture de l'IA sur un domaine et le nombre de personnes qui pourraient bénéficier des gains de l'IA. Et dans ce contexte-là, chaque administration a sa propre réalité. Chaque administration a aussi ses propres priorités. L'enjeu, c'est donc de bien choisir ses batailles en fonction de ses missions, en fonction de ses priorités et aussi en fonction de sa capacité à faire. Ensuite, GenExplore nous permet aussi de répondre à la question de comment ces bénéfices vont-ils se concrétiser. Sur ce graphique, vous voyez deux natures d'axes qui représentent les deux dimensions de réalisation des bénéfices. D'abord, quelle nature de gain s'attend-on à observer entre des gains d'automatisation qui viendront réduire la charge ou des gains d'augmentation qui vont plutôt conduire à améliorer la qualité des travaux, la qualité de vie au travail, c'est l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, quelle nature d'outils permettrait de réaliser ces gains? Est-ce qu'il faut plutôt s'appuyer sur des outils génériques, votre assistant conversationnel, votre plateforme agentique, plutôt en bas de la page, ou alors est-ce qu'il faut aller chercher plutôt des outils spécifiques, entraînés sur des jeux de données particuliers, ou des outils qui amènent des fonctionnalités qui sont fortement verticalisées. C'est le cas, par exemple, quand on regarde ici, des métiers liés à l'urbanisme, à l'aménagement, à l'action foncière, qui sont plutôt
propice à aller chercher des outils spécifiques sur le marché par rapport à des métiers type la communication, sur lesquels on peut déjà faire beaucoup avec des outils plus génériques. Enfin, GenExplore permet aussi de construire une cartographie complète des cas d'usage et de comprendre la valeur de chacun de ces cas d'usage et leur impact au sein des différentes équipes. C'est l'illustration que vous voyez toujours basée sur le CNFPT. On a sorti les 40 cas d'usage les plus pertinents on arrive à comprendre avec une cartographie de chaleur comment ces différents cas d'usage vont impacter les différents métiers avec des niveaux de bénéfices qui sont plus ou moins importants en fonction des métiers. Et enfin, dernier livrable, GenExplore fournit pour chaque poste, chaque processus, une vision détaillée des bénéfices potentiels et des cas d'usage, ce qui rend le résultat immédiatement actionnable dans les organisations avec des cas d'usage parfaitement contextualisés. Si je vous laisse prendre connaissance sur la fiche qu'on présente ici, qui est la fiche d'un chargé ou d'une chargée de développement territorial. On a sur la gauche l'ensemble des activités, sur la droite une explication détaillée des cas d'usage qui seraient actionnables par l'IA, des bénéfices associés, mais aussi des limites, parce que l'IA ne peut pas tout faire. Donc il est important que les agents comprennent aussi les limites. Et c'est ce qui rend la démarche GenExplore robuste, c'est qu'elle combine notre connaissance des technologies, mais elle l'associe avec une réalité du terrain, la réalité de chacune des organisations, et elle livre une vision qui est immédiatement actionnable par les organisations. En résumé, donc, les administrations qui réussiront leur transformation IA auront 3 points communs. Elles auront une vision claire et alignée sur la mission de service public. Elles auront une gouvernance solide qui pilote, qui régule, qui priorise, et elles mettront en place une démarche pragmatique, participative, qui met les agents au cœur du dispositif. Et bien sûr, la technologie reste un pilier essentiel qui va permettre d'opérationnaliser tous ces résultats. Et dans ce contexte-là, Lighton, avec qui on a l'habitude de travailler, qui est un acteur français, permet de déployer un certain nombre de ces cas d'usage dans un cadre de confiance et de sécurité. Donc, je vais passer la main à Arthur qui va vous présenter la plateforme Paradigme, qui est conçue pour répondre aux enjeux spécifiques des acteurs publics. Merci Geoffroy. Et bonjour à tous, donc Arthur Ducasse, je pilote l'activité commerciale de Lighton et vous inquiétez pas, il ne reste plus que 2 slides et après je passe à la démonstration. Je prends juste 2-3 minutes pour, j'imagine, ceux d'entre vous qui découvriraient Lighton aujourd'hui pour vous placer un petit peu Lighton dans l'écosystème et vous expliquer un petit peu notre histoire en très condensé. Donc, s'il y avait une seule chose à retenir de l'identité de Lighton aujourd'hui, en sortant de cette session, c'est qu'on a été un des pionniers de l'IA générative souveraine française, donc entreprise créée en 2016 et qui, dans une ère pré-ChatGPT, au début de la décennie 2020, a fait ses propres développements de large language model, de modèles de langage. Donc, on a un ADN R&D aussi qui est très fort. Nos fondateurs sont des chercheurs. On est encore dirigé par notre PDG qui est un ancien chercheur, qui est aussi un des fondateurs de Lighton. On a été capable du coup d'entraîner nos propres modèles de langage. Donc, pareil, début de la décennie 2020, avant que ChatGPT sorte. Depuis, on a pivoté vers le développement d'une plateforme d'IA générative souveraine. Donc, vous allez voir dans quelques secondes à quoi elle ressemble pour justement changer un petit peu de modèle économique et sortir de la course, on va dire, au développement du meilleur modèle qui peut évoluer chaque semaine ou chaque mois. Et puis maintenant, on se base un petit peu plus sur des technologies open source que d'autres acteurs ont la gentillesse de développer. S'il y a un point aussi important à retenir sur l'ADN souverain de Lighton, c'est notre mode de financement. Fin 2024, nous sommes entrés en bourse, donc avec le choix relativement fort de la part de nos dirigeants et fondateurs d'entrer en bourse à la bourse Euronext, donc à Paris, pour lever des fonds, mais tout en restant souverain vis-à-vis de fonds d'investissement en capital risque, potentiellement étrangers ou américains, par exemple. Ensuite, sur la slide d'après, Geoffroy, je vais dire quelques mots sur la proposition de valeur de Lighton avant de rentrer dans la démonstration en elle-même. Donc, Lighton, le socle de ce qu'on propose, c'est donc ce qui est le pilier central de cette diapositive-là, ce qu'on appelle le chat privé. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de chat privé? En fait, c'est juste l'idée que, et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est évidemment le cas chez vous aussi, dans vos organisations, vos administrations, vos entreprises, il y a des cas d'usage, il y a un usage de l'IA générative.
plus ou moins officiels sur des outils qui sont soit publics, soit privés, soit déployés au sein de votre organisation. Et ce qu'on vous propose avec Paradigme, c'est de migrer ces cas d'usage-là vers une plateforme de confiance, une plateforme souveraine, où vous maîtrisez l'infrastructure et les données de bout en bout. C'est-à-dire que très concrètement, ça peut être installé chez vous on-premise, par exemple, si c'est quelque chose qui, euh, qui permet de respecter vos prérequis de sécurité. Donc ça, c'est vraiment le socle. Faire migrer les cas d'usage qui existent déjà sur une plateforme de confiance. Et ensuite, le pilier de gauche, moteur de recherche RAG. Et c'est vraiment là, sur ce pilier-là, d'un point de vue technologique, qu'on a concentré les efforts des ingénieurs et des docteurs en intelligence artificielle dont je vous parlais à la slide juste avant. Tous ces experts-là, quand on a arrêté de faire nos propres modèles de langage, ils sont quand même restés chez nous et ils ont concentré leur expertise sur la recherche d'informations à l'échelle, donc dans une grosse base de documents. Et donc, ce que ça permet de faire, tout simplement, c'est assez compliqué techniquement, mais ça vous permet, vous, d'un point de vue organisation, d'aller brancher tous vos documents, même confidentiels, puisque c'est une plateforme où les documents peuvent rester chez vous, et de tirer parti, vous allez le voir en image pendant la démonstration, de la puissance de cet outil de recherche d'intelligence artificielle pour aller chercher dans du texte, dans des images et avoir un premier niveau de réponse que même une super intelligence artificielle faite par un autre provider non souverain ne pourrait pas avoir puisqu'il n'a pas accès à votre documentation. Ce n'est pas de la documentation qui est diffusée publiquement. Et le dernier volet, sur la droite, les cas d'usage sur mesure. Ça, c'est l'idée que je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont disponibles sur étagère, qui couvrent une bonne partie des cas d'usage que la plupart de nos clients ont envie d'adresser au jour 1 quand ils déploient la plateforme d'IA générative chez eux. Et en plus de ces outils-là, évidemment, vous pouvez intégrer à la plateforme une combinaison des outils ou différents workflows métiers qui permettent de coller au plus près à vos tâches, à vos vraies tâches en fait, qui permettent de vous faire gagner du temps dans votre travail. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut développer soit directement chez nous, soit via nos partenaires, par exemple Bearing Point, qui est notre partenaire privilégié pour un certain nombre de développements. Et donc vous allez voir en action cela tout de suite, puisque je vais vous partager mon écran et on va passer à la démonstration. Tac. Bienvenue à tous du coup dans Paradigme. Vous êtes sur notre plateforme d'intelligence artificielle générative souveraine. Donc je pense que vous n'êtes pas trop perdu dans cette interface puisque c'est quelque chose d'assez standard pour les agents conversationnels que vous pouvez trouver un peu ailleurs sur le marché. Le fil conducteur de la démonstration aujourd'hui, ça va être, je vais mettre dans la peau d'un agent du secteur public français qui travaille à Bercy, qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Je vais vous montrer un certain nombre de cas d'usage qu'on peut faire, que vous pourriez faire dès demain si vous installiez Paradigme chez vous. Et voilà, il faudra garder en tête qu'on peut faire aussi des choses un petit peu plus avancées sur les constructions de workflow métiers ou autres. Sans plus attendre, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, là, je suis au ministère de l'Économie, j'ai une réunion à préparer pour évaluer un petit peu l'impact de la situation politique sur les taux d'intérêt de la France. Et du coup, j'ai envie de débloquer un petit peu cet effet page blanche et typiquement arriver avec un brouillon d'agenda. Ça me débloque un petit peu dans ma réflexion, même si évidemment, je vais le retravailler derrière. En quelques secondes, je vais avoir très rapidement un premier squelette de réflexion. Donc là, je pense que personne tombe de sa chaise quand je montre ce type de cas d'usage. Mais il y a un premier message que j'aime bien faire passer rien que sur un cas d'usage comme ça. Vous êtes en train d'écrire un brouillon d'agenda de réunion, vous êtes en train d'écrire un mémo interne, vous êtes en train de répondre ou de synthétiser un email que vous avez reçu. Déjà, vous faites passer un petit peu de l'information sur ce qui se passe dans votre organisation, des données qui peuvent être plus ou moins confidentielles. Ce genre de réunion, si elle se tient à Bercy sur les taux d'intérêt, j'imagine que tant que les conclusions ne sont pas fermes et définitives, il ne faut absolument pas que ça se retrouve, que ça sorte de leur infrastructure. Donc, le message ici, c'est de se dire que déjà, pour ces cas d'usage un petit peu, on va dire, sur étagère, relativement simple, il est impératif, en tout cas selon nous chez Lighton, et c'est pour ça que nos clients viennent nous voir, c'est être sur une plateforme souveraine où vous maîtrisez vraiment l'infrastructure, la donnée, et qui ne dépend d'aucune source externe, on va dire. Ensuite,
Petit détour pour vous montrer comment on peut un petit peu personnaliser cet agenda de réunion. Il y a une question en ce moment qui nécessite de se brancher à de la donnée externe quand même, c'est être capable de dire quel est le nom de notre Premier ministre et peut-être ajouter ça à l'agenda de cette réunion-là, parce qu'en fait, étant donné la situation, c'est un sujet qui va être introduit par le Premier ministre en personne. Donc là, l'outil va déclencher une petite recherche web normalement et être capable de nous expliquer qui est notre Premier ministre et l'intégrer à l'agenda. Donc, vous voyez qu'il a bien capté l'information à jour que c'est Sébastien Lecornu et il a ajouté dans l'agenda, en introduction, un petit mot du Premier ministre. Donc, voilà, vous avez un outil interactif pour ce genre de cas d'usage qui vous permet d'aller chercher de la donnée externe. Ensuite, il y a un sujet qui est important en ce moment au ministère de l'économie, c'est peut-être notre politique à l'export. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller chercher dans ma base de documents qui est reliée à tous les documents potentiellement du ministère ou en tout cas les documents auxquels moi j'ai accès au sein de ce système. Et je vais lui attacher comme ça un rapport sur la semaine de l'export. Et pour préparer la réunion, quand même, vu que le rapport est assez long, je vais faire une diapositive pour présenter un petit peu l'état actuel. Et donc, première étape pour préparer cette présentation, malheureusement, la plateforme n'est pas encore capable de vous produire la slide, la diapositive finale en un seul clic. En revanche, je peux lui demander déjà de me faire les bullet points un petit peu que j'ai envie qu'il aille résumer et extraire de ce document-là. Donc, typiquement, là, je lui ai attaché le document et je lui ai dit, voilà, fais-moi une slide à partir de ça. Et donc, assez rapidement, il va être capable de lire le document, me sortir les chiffres clés. Donc, ça, c'est important quand on parle d'IA, quand on parle de résumé de documents. Et donc, ça va me donner un petit peu de matière déjà pour savoir de quoi je vais parler sur cette slide-là. Bon, là, il m'a sorti une réponse relativement, on va dire, fleuve. Donc, peut-être que j'aurais besoin de faire une deuxième slide ou de réitérer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est vraiment parti d'un document comme ça que vous voyez sur la droite de 48 pages, donc qui est quand même assez dense. Et il a été capable de m'extraire en quelques secondes les informations essentielles du document pour que je puisse plus facilement passer en format présentation derrière. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu sa synthèse, je vois qu'à Bercy, on a un sujet sur le FASEP. Et moi, j'ai pas mal de questions qui me remontent de certains acteurs économiques. Et ça me fait penser qu'il faut que je sois capable d'expliquer un peu plus clairement comment se déroulent les paiements dans le cadre de ce financement-là. Donc là, typiquement, ce que je peux faire, je sais que c'est quelque chose qui est géré par la direction du Trésor. Donc, moi, j'ai accès à tous les documents, en particulier du Trésor, dans ce scénario-là, on va dire. Et donc, je sais que la réponse est quelque part, mais il faut que je trouve le document et que je trouve un premier niveau de réponse. Donc, ça me demande un certain travail de recherche et ça me demande de trouver le document, puis de voir un petit peu quels sont les bons extraits qui permettent de répondre à cette question-là. Et donc là, ce que vous allez pouvoir voir grâce à Paradigme, c'est directement, il va déjà vous donner une réponse, donc c'est déjà une bonne chose, mais surtout, il va être capable de la sourcer. Donc là, j'attends qu'il termine de générer et puis je vais vous montrer comment il vous affiche les sources. Voilà. Donc, comment se déroulent les paiements dans le cadre d'un financement? Donc là, il m'a répondu en 7 points. Et surtout, si je clique sur le document ici, là, j'ai un certain nombre de citations qui sont surlignées à droite et qui sont en fait les différents passages sur lesquels le modèle en fait, s'est appuyé pour répondre à ma question. Donc, à la fois, ça m'a trouvé le document qui concerne le FASEP dans toute une base documentaire où il pourrait y avoir potentiellement des milliers de documents. Ça l'a fait relativement rapidement et ça m'a sourcé aussi les passages intéressants qu'il faut que je sois capable de lire si j'ai envie de creuser ou un peu de retravailler cette réponse-là. Et encore une fois, quand on est sur ce cas d'usage-là, donc évidemment, ce document-là, c'est un document totalement public, mais il faut se projeter dans un monde où on a un certain nombre de documents dans lesquels on aimerait beaucoup chercher via une intelligence artificielle, mais si ce n'est pas une plateforme de confiance, une plateforme souveraine, souvent, je ne vais même pas avoir le droit de mettre les documents sur cette plateforme-là. Avec Paradigme, on vous propose d'avoir la plateforme chez vous, donc les documents ne sortent même pas de votre infrastructure si nécessaire. Ça peut aussi être dans un cloud sécurisé type Secnum Cloud sans problème. Donc ça, c'est première chose qu'on peut faire relativement simplement. Et
une autre chose à laquelle ça me fait penser, là, c'est que sur mon FASEP, j'ai un certain nombre de dossiers peut-être qui sont soumis par des auto-entrepreneurs avec des pièces justificatives à vérifier. Donc là, ce que je peux faire, je vais vous montrer un exemple. Je peux attacher une carte d'identité, par exemple, que j'aurais uploadée préalablement dans Paradigm, et je peux lui demander d'aller m'extraire les informations, peut-être pour vérifier que le dossier qui a été rempli format papier ou numérique correspond bien aux pièces justificatives qui ont été soumises avec ce dossier. Donc là, il m'a extrait les informations de la carte d'identité, et si, donc évidemment, c'est une carte d'identité qui n'est pas réelle. Et donc, il m'a bien extrait en tout cas les bonnes informations, c'est-à-dire le nom, les prénoms comme je lui avais demandé, date de naissance et le numéro de document. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'on est aussi capable de processer de la donnée qui est sous format image en extrayant des données de façon plutôt structurée. Et un dernier exemple que je veux vous montrer, c'est toujours sur cette procédure-là. Peut-être qu'en fait, on a reçu quelques statistiques qu'on a envie d'analyser, mais elles sont sur un format pas forcément très sympathique. Elles sont sur des données tabulaires type CSV. Et moi, j'ai envie de lui faire tracer un graphique à partir de ces données. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta chez nous, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'émergence de ce qu'on peut arriver à faire et ce qu'on arrivera très probablement à faire beaucoup mieux sur des graphes plus complexes dans quelques mois. On peut donner des données tabulaires, donc typiquement un CSV, un fichier Excel relativement simple, à l'intelligence artificielle et lui demander un petit peu d'aller lire les données, exécuter un peu de code dessus. Et ici, en l'occurrence, je lui ai demandé un graphe. Donc là, il est en train de mouliner pour écrire et exécuter du code qui permettra d'afficher un graphique. Donc là, je lui ai demandé le pourcentage de dossiers complets au guichet versus en ligne. Et donc, il devrait, d'ici quelques secondes, me donner un graphe. Donc là, l'idée, c'est que le code, il s'exécute localement. Donc, c'est très important. C'est toujours dans un... Il faut se dire que nos premiers clients cibles, ça a été vraiment des entreprises du secteur de la défense ou des branches de ministères très sensibles. Donc, tout est fait pour que ça n'appelle pas de dépendance externe. Donc là, il est capable de m'afficher le code aussi qu'il a écrit. Donc ça, si vous avez des cas d'usage un petit peu plus poussés où il faut retravailler le code, évidemment, ce n'est pas une boîte noire complète. Et ici, vous voyez qu'il est capable de m'afficher un graphe relativement simple, je vous l'accorde. Et peut-être que j'ai un premier insight là-dessus, c'est que je me rends compte que la courbe bleue des dossiers complétés en ligne, ils sont beaucoup plus complets à 96% à peu près que ceux qui sont faits au guichet. Peut-être qu'en fait, il y a un biais aussi de sélection, que les gens qui vont au guichet, en fait, ils y vont notamment parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces et qu'ils ont envie de quand même faire passer leur dossier, alors qu'en ligne, ça les aurait simplement refusé de prime abord. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a déjà des capacités d'analyse de données en mode souverain, en mode confidentiel, qui sont disponibles sur étagère. Je fais une petite pause sur les exemples concrets. Je pense que si vous deviez retenir une chose importante de toute cette démonstration et de tout ce qu'on propose sur notre plateforme, c'est que vous avez accès à un certain nombre d'outils, et notamment les outils les plus puissants qu'on a en termes de gain de temps en fait, pour les utilisateurs. C'est tout ce qui est aller chercher de la donnée, aller rechercher dans des grandes bases de documents, et même si l'information est sous forme d'images, de tableaux ou de texte tout simplement. Et au-dessus de ça, vous allez pouvoir construire vos propres cas d'usage, coller à vos process métiers. Tout ça, ça se fait en mode souverain, et je n'ai pas parlé de toute la partie, on va dire, back-office de la plateforme, mais tout ça, c'est une plateforme qui est enterprise ready, c'est-à-dire que vous avez une gestion des permissions, des documents, des espaces de travail, un cloisonnement de la donnée. Tout ça, c'est géré pour vous. Vous n'avez pas à vous occuper de toute cette logistique. Je vois qu'il est 10h02, donc je pense qu'il est temps de peut-être passer à la session de questions. Merci beaucoup Arthur. Alors effectivement, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. Ce qu'on fera, c'est si on n'a pas le temps de toutes les traiter, bien sûr, on est à votre disposition pour les traiter directement. Peut-être si on en prend une ou deux. Une question déjà qui est portée sur l'utilisation de ce type de solution de l'IA sur les données budgétaires et comptables des collectivités.
à la fois voilà, quels pouvaient être les enjeux de ça. Donc peut-être rapidement pour donner quelques éléments. Ces données, c'est des données qui sont très structurées, très complètes. Donc forcément, elles ont un potentiel d'être utilisées par l'IA qui est assez important. Alors évidemment, ce sont des données qui sont sensibles, mais on peut citer par exemple le fait que la DGFiP elle-même ait fait des expérimentations avec l'IA à partir des données budgétaires et comptables des collectivités pour essayer de préidentifier, d'être prédictif sur des collectivités qui pourraient rencontrer des difficultés financières et avec des taux de réponse très pertinents. Donc voilà, c'est juste une illustration pour dire que c'est des données qui sont effectivement très utiles, sensibles certes, donc il faut les manipuler avec précaution, mais avec un intérêt évident en termes d'utilisation. Alors, on a aussi quelques questions qui portent sur enfin, les conditions techniques un petit peu de Lighton. Je vais peut-être passer la question à Arthur pour y répondre, notamment sur voilà, est-ce que les informations de recherche sur Internet sont toujours mises à jour à un instant T? Est-ce qu'on a la main pour coder sur la solution? Voilà, Arthur, si tu veux, ou Clément, si vous Bien voulez sûr, répondre. je vais prendre la. Clément, il a dû basculer sur une autre réunion, mais du coup, de toute façon, j'aurais répondu à la question. Donc, premier point sur les réponses qui nécessitent des informations basées sur Internet. Oui, elles sont mises à jour. Au moment où vous allez faire votre requête, ça va aller chercher la réponse via un moteur de recherche Internet, et c'est la seule porte de sortie par défaut vers l'extérieur que vous pouvez désactiver si ça pose des problèmes de sécurité. Et le deuxième point, c'était sur est-ce qu'on peut coder par-dessus cette plateforme? Oui, c'est pas quelque chose que j'ai montré aujourd'hui, mais tout ce que j'ai montré à l'écran, derrière, il y a des endpoint API, donc ça vous permet d'aller recombiner tout ce que j'ai fait, de le faire programmatiquement et de l'intégrer au plus près de vos tâches métiers. Donc pour aller puiser de l'information dans certaines applications, l'envoyer à d'autres. C'est vraiment aussi une plateforme qui a été pensée avec l'API au même niveau d'intensité d'utilisation que via l'interface utilisateur. Merci beaucoup Arthur. Ce que je vous propose, c'est de finir notre séance sur cette réponse. Vous avez les coordonnées là, de l'ensemble des intervenants qui s'affichent sur votre écran. Donc surtout, n'hésitez pas, en cas de questions complémentaires ou de questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le fil de notre échange, à nous contacter. Voilà, vous avez compris que nous essayons d'associer la vision technique et métier pour faciliter l'appropriation de l'intelligence artificielle au sein des administrations. Donc, on est à votre disposition pour creuser l'ensemble de ces éléments. Voilà, il nous reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir.